Voilà, cette fois-ci, normalement, on y est. Désolé pour le retard. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont vu le début d'une vidéo ou pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, le live n'est pas parti. Là, ça m'a l'air d'être parti. Oui, on me dit que je suis en direct. Donc voilà, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler des phytocéramides, un nom qui est connu de peu d'entre nous et pourtant, il va falloir se l'approprier. On vous explique pourquoi ce soir. Tout d'abord, les céramides sont des lipides qui constituent entre 40 et 50% pardon, de la barrière cutanée. Alors, ils protègent la peau des agressions extérieures comme la pollution et d'autres facteurs irritants. Sans un bon ratio de céramides, les barrières cutanées peuvent être altérées, ce qui favorise une sécheresse et des démangeaisons ou des irritations. Donc, ces céramides aideraient à restaurer la barrière cutanée et il semblerait que s'ils viennent à manquer, la peau se fragilise. Par contre, on leur prête, et ça c'est important de le retenir, des qualités anti-âge et anti-rides. Alors, bonsoir Amine, ou rebonsoir plutôt. Peux-tu nous expliquer ce que sont les phytocéramides? Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde. Merci pour le choix de ce sujet très intéressant. Donc, toujours dans la même logique d'apprendre de nouvelles choses à nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, on avait choisi ce sujet phytocéramide qui va devenir vraiment de plus en plus en vogue et Mhm. qui est très intéressant. Donc, les phytocéramides, en fait, ils font référence aux céramides. Donc, on connaît beaucoup moins les céramides. Par contre, on connaît de plus en plus les fameux phospholipides, puisqu'en réalité, les céramides sont des phospholipides. Donc, je vous explique, en fait, les phospholipides, au niveau des phospholipides, on a plusieurs catégories. Donc, on a des catégories qui sont dérivées de glycérol, notamment, là, je parle des dérivés phosphatidyles, notamment la phosphatidylcholine, la phosphatidylsérine, la phosphatidyléthanolamine, etc. Et puis, on a d'autres catégories de phospholipides qui ne sont pas dérivés du glycérol, mais de ce qu'on appelle la sphingosine. Donc, la sphingosine est un lipide un peu particulier puisque chimiquement parlant, il contient des groupements alcool, hydroxyle, etc. Donc, c'est un lipide un petit peu différent. C'est pas un vrai lipide, mais un lipide qui a d'autres propriétés chimiques. Et donc, cette sphingosine, lorsqu'elle s'associe avec un acide gras, donc le composé de base des lipides, ça donne un céramide ou ce qu'on Mhm. appelle un sphingolipide, tout simplement. Et donc, en réalité, les deux grandes catégories des phospholipides sont donc les dérivés phosphatidyles qui sont en fait dérivés de glycérol et aussi les sphingolipides qui sont en réalité les céramides. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve chez l'être humain et chez les mammifères en général. Maintenant, les phytocéramides sont, comme leur nom l'indique, les dérivés végétaux de céramides en réalité. Et là, on a un exemple parfait de biomimétisme puisque dans le blé, dans les graines de blé, on retrouve des céramides qui sont exactement et strictement les mêmes que ceux qui sont synthétisés au niveau de l'organisme, au niveau de nos cellules en fait. Donc, il y a d'autres sources végétales, comme par exemple le soja ou d'autres graines, mais les phytocéramides du blé sont celles qui ressemblent le plus, ou je dirais même qui sont identiques avec les céramides qu'on synthétise, nous, au niveau, pas uniquement au niveau de la peau, comme tu l'as déjà Mhm. signalé, mais aussi au niveau de toutes les cellules, puisque on retrouve en fait les phytocéramides aussi dans toutes les membranes cellulaires. Ça fait, euh, ça fait partie intégrante de toutes les cellules. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer les voies métaboliques? Oui, les voies métaboliques qui sont associées aux céramides sont assez variées puisque en fait on les retrouve un petit peu partout dans toutes les cellules comme tu l'as Mhm. bien expliqué tout à l'heure. Donc on les retrouve comme composants de la peau,
Au niveau de la peau, on a les trois couches là, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et là, on retrouve en fait les céramides comme composants au niveau de la couche profonde de l'épiderme. Donc la couche, quand on dit l'épiderme, c'est la couche externe de la peau. Mhm. Et dans cette même couche externe de la peau qu'est l'épiderme, on a plusieurs parties en fait. On part du superficiel jusqu'au profond, jusqu'au plomb profond sur cette épiderme. Et donc dans la partie profonde, on a ces céramides donc comme constituants de la peau. Et puis on les a aussi dans le derme aussi. Dans le derme et aussi dans la couche profonde de l'épiderme, ils jouent un rôle de liant, de ciment en fait, puisque on sait que on a aussi d'autres molécules, d'autres composants au niveau de la peau qui sont, par exemple, le collagène ou ce qu'on appelle les glycosaminoglycanes qu'on retrouve en abondance dans certaines plantes, comme l'aloe vera, par exemple, surtout dans le gel Mhm. d'aloe vera, par exemple. Donc, les glycosaminoglycanes qui sont beaucoup plus connus sous différents autres noms, comme les glucosamines, par exemple, ou la chondroïtine, ou l'acide hyaluronique, ou le kératane ou d'autres formes de glycosaminoglycanes. Et donc, ces glycosaminoglycanes avec le collagène et d'autres molécules vont constituer la matrice de la peau. Mhm. Et cette matrice, en réalité, a un liant, une sorte de ciment, qui sont les céramides. Et ces céramides ont cette fonction aussi en plus de ça, disons, de piéger l'eau à l'intérieur de la peau. C'est ce qui fait que la peau devient plus hydratée, plus jeune, moins sèche, moins irritée, plus résistante, etc. Donc, ça, c'est, disons, le fonctionnement des céramides au niveau de la peau. Maintenant, on a aussi d'autres fonctions. On les retrouve, par exemple, les céramides, on les retrouve au niveau de toutes les membranes des cellules. On sait très bien que les membranes cellulaires sont formées de phospholipides. Donc, on connaît bien les fonctions de la phosphatidylcholine et de la phosphatidylsérine qui forment les membranes cellulaires, mais on connaît moins bien d'ailleurs la composition complète de la membrane, y compris celle avec les céramides. Donc, on retrouve aussi les céramides dans les membranes cellulaires de toutes les cellules. Et puis, comme autre aussi fonction métabolique, on trouve aussi ces céramides qui sont des sphingolipides, on les retrouve au niveau des nerfs, en fait, au niveau du système nerveux, c'est-à-dire la matière Mhm. blanche correspondant aux différents liens qu'il y a entre les différents corps des neurones. Les corps des neurones, elles, constituent la matière grise. Et puis, dans le cerveau, en dessous de la matière grise, à l'intérieur du cerveau, on a la matière blanche qui correspond en réalité aux prolongations de ces corps neuronaux. Et cette matière blanche, plus donc les nerfs, qui sont aussi des prolongements des fibres nerveuses, qui sont des prolongements des différents corps des neurones qui émanent du système nerveux. Donc, ces nerfs et cette matière blanche, elle contient ce qu'on appelle la myéline. Et la myéline, c'est un lipide, c'est un corps gras qui fait que l'influx nerveux se transmet plus vite, plus rapidement, plus efficacement. Et donc, d'ailleurs, dans les maladies neurodégénératives, que ce soit des maladies neurodégénératives d'ailleurs localisées, comme le Parkinson, ou des maladies neurodégénératives plus généralisées, comme la sclérose en plaques ou la maladie de Charcot ou autres, on a un syndrome de démyélinisation, une destruction de la myéline. Et donc, cette myéline, en fait, elle est synthétisée par des cellules qu'on appelle les cellules de Schwann, ou cellules de Schwann Mhm. avec W. Donc, ces cellules de Schwann, on les retrouve tout au long de la fibre nerveuse. Il y a plusieurs cellules de Schwann, il y en a beaucoup. Et chaque cellule de Schwann va synthétiser ou excréter de la myéline. Et pourquoi on parle de myéline ici? Parce que, en fait, cette myéline va se lier avec les céramides pour former ce qu'on appelle les sphingomyélines.
Et donc, les sphingomyélines, quand on dit en fait la gaine de myéline, en réalité, ce n'est pas que de la myéline, c'est de la myéline associée aux céramides, ce qui forme les sphingomyélines. Donc, ce qui entoure les nerfs, ce qui forme la matière blanche, en tout cas de l'extérieur, c'est les sphingomyélines qui sont composées de céramides et de myéline. En plus de ça, donc ça joue un rôle important dans le système nerveux, dans la transmission d'un flux nerveux. Et en plus de ça, on a donc dans les cellules, mis à part le fait qu'elles composent la membrane, aussi, on a aussi disons, des rôles extrêmement importants dans la signalisation cellulaire, c'est-à-dire par exemple dans la prolifération cellulaire, dans la différenciation des cellules et dans ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée ou l'apoptose, lorsque une cellule ne fonctionne plus correctement, lorsqu'elle a subi des dommages importants au niveau de l'ADN, il y a un programme, une sorte de logiciel au niveau du code génétique, au niveau de la cellule, interne à la cellule, qui se déclenche. C'est un programme d'autodestruction de la cellule altérée. Et donc, on appelle ça l'apoptose de la mort cellulaire programmée. Et les céramides jouent un rôle extrêmement important dans cette logique d'apoptose. Comme j'ai déjà évoqué, ça joue un rôle aussi, non pas uniquement dans l'apoptose, mais dans la prolifération et la différenciation. Et ça nous ramène à une notion extrêmement importante en physiologie cellulaire, c'est la régénération, puisque la régénération inclut à la fois des processus de prolifération et de différenciation, et en même temps, dans le même temps, simultanément, des processus d'apoptose. C'est pour détruire les cellules qui ne fonctionnent plus correctement et pour produire de nouvelles cellules qui vont remplacer ces cellules qui sont détruites. Donc, les céramides jouent aussi ce rôle-là. Et là, je pourrais citer, je finirai avec ça, cette partie-là. Donc, je pourrais citer l'exemple du fait que, au niveau de l'apoptose, c'est bien connu d'ailleurs que dans les membranes cellulaires, on a la phosphatidylcholine qui est à l'extérieur de la cellule, donc dans la partie externe de la membrane, et la phosphatidylsérine et éthanolamine qui sont à l'intérieur, donc dans la partie interne de la membrane. Et dans l'apoptose, il y a une inversion. C'est-à-dire que la phosphatidylsérine sort à l'extérieur et la phosphatidylcholine rentre à l'intérieur. Et là, il y a une destruction immédiate de la membrane. Il n'y a plus de membrane et quand il n'y a plus de membrane, il n'y a plus de cellules. Et ce processus, en réalité, il est médié par des sphingolipides, par les céramides. Donc ça fait partie des rôles les plus importants qui sont les rôles de signalisation cellulaire des céramides. Et comme je l'ai déjà dit, donc les phytocéramides sont en réalité, surtout les phytocéramides qui proviennent du blé, sont en réalité exactement les mêmes qu'au niveau de l'organisme. Donc ils ont en réalité les mêmes fonctions. Ok, merci pour ces explications. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de manière plus pratique de ces applications? Les applications sont en réalité orientées beaucoup plus, et ça tu l'avais déjà évoqué au départ, sont orientées beaucoup plus vers des applications anti-âge, des applications cosmétiques, beauté sur la peau, bien qu'on puisse avoir aussi des applications autres. Donc les applications, en fait, on peut les déduire des fonctions métaboliques. Donc déjà, on avait parlé de la peau. Quand on vieillit ou de plus en plus qu'on avance dans l'âge, on voit des rides, on voit des imperfections au niveau de la peau, on voit des incurvations. Et en réalité, ça, c'est dû, tu as quelques rides d'expression, Cédric, mais c'est bien. Merci de le rappeler, de le faire remarquer. C'est différent des rides de vieillesse. Hein. J'ai Les rides l'impression d'avoir les deux, d'expression, c'est c'est ça le une autre problème. chose. En me regardant dans le miroir le matin, je me Tu, demande si j'attrape pas les deux maintenant. tu devrais prendre des phytocéramides dans ce Ben cas. voilà. Oui. Et donc les phytocéramides peuvent servir en fait comme
comme moyen pour pouvoir combler tout ce qui est problématique de la peau. Pourquoi? Parce que déjà, pourquoi on remarque des rides, des incurvations et tout ça, des imperfections au niveau de la peau? Parce que tout simplement, la peau, de, quand elle vieillit de plus en plus, il va y avoir un manque en céramide au niveau de la structure de la peau, donc le derme, l'épiderme. Il va y avoir aussi un manque de collagène, de glycosaminoglycane, donc il y a tout un tas de choses, mais ce qui crée réellement les incurvations et les rides, c'est bien sûr les muscles du visage, d'expression, etc. Mais c'est aussi le manque de céramide, puisqu'en fait, les céramides vont remplir en fait les espaces. C'est une sorte de liant de ciment qui va remplir les espaces qu'il y a au niveau de la peau et donner donc une surface homogène. Et donc, le fait d'avoir suffisamment de céramide va non pas seulement stimuler ou plutôt remplir ces espaces-là qui sont vides dans certains endroits précis, qui donnent des rides, des incurvations, des imperfections, etc. Ils vont aussi aider à l'hydratation de la peau. Et ça, on le voit aussi dans le processus de vieillissement, on a de moins en moins d'hydratation, de plus en plus de sécheresse de la peau avec toutes les manifestations dermatologiques qui l'accompagnent, notamment les irritations, tout ce qui est sécheresse, irritation, qui accompagne donc ce processus-là. Donc, le fait de donner des céramides, ça va combler les endroits où il y a ces imperfections, ça va aider à l'hydratation de la peau et ça va produire autre chose de très très important au niveau de la peau, c'est que ça va augmenter la production de collagène. Puisqu'en fait, le collagène, les glycosaminoglycanes et les céramides fonctionnent ensemble. C'est un ensemble. Et ça, ce n'est pas juste une supposition. Il y a des essais cliniques là-dessus qui montrent l'augmentation du collagène, de la quantité de collagène quand on a suffisamment de phytocéramides ou de céramides, et donc quand on prend un apport supplémentaire en céramides, et je pense qu'on mettra les études après cette vidéo dans les commentaires. Donc, on a des essais cliniques, ce n'est pas des études in vitro, ce n'est pas des études expérimentales, ce n'est pas des études sur des rats ou des souris ou des animaux, c'est des études qui sont faites sur des femmes et qui montrent des résultats extrêmement intéressants sur des périodes entre 8 semaines jusqu'à 20 semaines en fonction des applications et aussi en fonction aussi de type, et aussi de la gravité de la situation. Et ça, il y a cette application qui est très importante par rapport à la peau. Il ne faut pas oublier aussi que les phytocéramides ne sont pas uniquement comme le collagène ou comme les glycosaminoglycanes, c'est-à-dire des sortes de briques de construction au niveau de la peau. C'est surtout aussi des molécules de signalisation cellulaire. C'est-à-dire que ça va à la fois avoir ce rôle de briques de construction, comme je viens d'expliquer, et aussi un rôle de signalisation cellulaire, c'est-à-dire que toutes les cellules qui sont vieilles, qui ne fonctionnent plus correctement, etc., vont être détruites par le processus d'apoptose et vont être remplacées par des processus de prolifération, de différenciation, une sorte de régénération en réalité. Et donc, c'est ce qui fait qu'on stimule la synthèse de collagène. Donc, la synthèse de collagène est stimulée par les céramides, par cette fonction métabolique qu'on avait expliquée auparavant de signalisation cellulaire. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la peau. Donc, ce sont vraiment disons les études, le plus d'études est orienté dans ce sens-là. Et puis, on peut avoir aussi des rôles au niveau de la régénération cellulaire au sens général. Ça peut avoir des résultats intéressants sur la régénération de l'intestin aussi, c'est-à-dire je parle de l'intestin ici, mais on peut aussi parler des différents tissus épithéliaux. Hein. Quand je dis l'intestin, c'est la couche épithéliale de l'intestin, c'est l'ensemble des entérocytes. Donc là, ça peut avoir un effet intéressant
sur la régénération de ces tissus, sur la régénération de toutes les cellules en général. Et ça peut avoir aussi un effet très intéressant, comme on l'avait expliqué auparavant, sur le système nerveux, donc dans les maladies neurodégénératives notamment, puisque déjà, on observe, on n'a pas d'essai clinique sur ça, mais déjà, on a des études qui montrent qu'on a un manque de sphingomyéline et de sphingolipides au niveau des nerfs, en fait. Au niveau des nerfs, et c'est tout simplement normal, puisque dans les maladies de type sclérose en plaques, on a une démyélinisation massive, Mhm. et donc le fait justement de donner des céramides ou des phytocéramides, ça permet aux cellules de Schwann de se régénérer et, dans ces cas, de produire plus de myéline. Donc, c'est bien entendu, c'est pas disons, un traitement. Il ne faut pas percevoir ça comme un traitement et qu'il faut que ce soit intégré dans tout un protocole Mhm. général sur les maladies neurodégénératives. Est-ce qu'on peut, réflexion comme ça, est-ce qu'on peut considérer aussi qu'au niveau de la qualité de la fibre musculaire ou de l'influx nerveux au niveau des muscles, ça peut être intéressant également? Oui, oui, ça peut très bien être très intéressant, surtout pour indépendamment de l'innervation, parce que là, Mhm. ça va de soi, c'est d'emblée, hein. Ça a des effets intéressants sur les nerfs, les nerfs moteurs. Donc, Mhm. au niveau des plaques motrices et tout, et indépendamment donc de l'innervation, ça peut avoir des résultats extrêmement intéressants sur le muscle en lui-même, la fibre Mhm. musculaire en elle-même, puisque la fibre musculaire a cette capacité de régénération extrêmement importante et très, 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 très développée. On le sait, on le connaît chez les sportifs. Que les muscles se régénèrent. Et d'ailleurs, quand on va à une séance d'entraînement, quelle qu'elle soit, hein, musculation ou autre, Mhm. en fait, on va pour produire en quelque sorte des micro-lésions au niveau des muscles pour que le muscle puisse surcompenser en se régénérant pour qu'il devienne soit plus fort, soit plus résistant, Mhm. soit plus gros, etc. Donc le muscle, effectivement, ça pourrait être très, très intéressant pour les sportifs aussi. D'ailleurs, tu comprends pourquoi je t'ai posé la question. Mm. Alors, d'abord, je voulais remercier, ou je remercierai après quelques personnes qui nous font des commentaires sur l'état de nos rides, te disant que tu n'en as pas et que moi j'ai une peau de bébé. Bon. D'accord. C'est quelqu'un qui ne me voit qu'à travers les filtres, à mon avis, vidéo utilisés. Mm. Euh, Oui, peut-être. je n'en mets pas pour toi, je n'en mets que pour moi les filtres vidéo en fait. Est-ce que tu peux nous parler des synergies potentielles? Les synergies, en fonction de ce qu'on veut faire avec, on a par exemple déjà et d'emblée donc la phosphatidylcholine, la PC, donc on Mhm. avait déjà évoqué pourquoi ça pourrait être synergique en termes, que ce soit en termes de régénération des membranes, donc, ou alors donc si on s'oriente beaucoup plus vers une application sur la peau, ça serait ce qu'on avait déjà évoqué, donc association avec du collagène notamment, Mhm. association avec des glycosaminoglycanes, acide hyaluronique, glucosamine, pardon, glucosamine de différents types, hein. Il y en a plusieurs types, il y a les sulfates, etc. On peut aussi associer avec du karatane aussi, avec plusieurs choses. Une chose qu'on n'avait pas évoquée aussi, ça pourrait être aussi très intéressant comme application sur les articulations aussi. Et donc à ce Mhm. moment-là, la chondroïtine pourrait être intéressante comme association. La silice aussi pourrait être intéressante. Donc, et puis, dans le sens, quand on donne ça dans le sens de maladies neurodégénératives, on peut aussi associer avec disons, oui, de la phosphatidylcholine. On peut aussi associer avec
des molécules anti-âge, notamment de la coenzyme Q10. Et d'ailleurs, Mhm. ça s'associe extrêmement bien avec la coenzyme Q10 et le NADH, la forme Ouais. bioactive de la vitamine B3, donc NADH, nicotinamide, acide alpha-lipoïque. Et c'est même une association qui peut être générale, y compris dans la peau. Très, très intéressant, surtout l'effet du NADH, de la coenzyme Q10, de la PQQ, de la Mhm. pyrroloquinone-quinine, qui est extrêmement intéressante pour la peau. Donc, ça donne, donc si on a cette association anti-âge avec les céramides, avec les glycosaminoglycanes et notamment, surtout, la meilleure source de glycosaminoglycanes, outre bien sûr les, les, enfin, les produits compléments qui sont destinés à ça, la meilleure source, c'est l'aloe vera, le gel d'aloe vera. Mhm. Donc, on peut faire tout un tas d'applications d'applications et d'associations dans ce sens-là. Donc, juste pour résumer, donc on a les glycosaminoglycanes, on a les molécules anti-âge, coenzyme Q10, NADH, acide alpha-lipoïque, PQQ, et puis on a aussi la phosphatidylcholine qui pourrait être intéressante. Et dans le cas, par exemple, d'une application, d'un usage sur les muscles, soit pour des personnes qui ont une amyotrophie ou des personnes âgées. On sait très bien que les muscles se dégradent de plus en plus. Ça commence à se dégrader chez les sujets sédentaires à partir de 30 ans. Et chez les sujets sportifs, ça va un peu plus longtemps, mais ça se dégrade aussi avec l'âge. Donc là, on peut avec des acides aminés Mhm. qui sont bien connus par les sportifs, plus des céramides aussi, ça pourrait être extrêmement intéressant pour les muscles. Ok, alors je vais répondre directement à une question parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit hein, en parlant d'un complexe qui pourrait contenir du PQQ, du coenzyme Q10 et du NADH. Et j'ai en même temps Céline de Néosoi qui me pose la question, est-ce qu'il y a du céramide dans le Réjuvactive? Et non, Céline, il n'y a pas de céramide dans le Réjuvactive. Par contre, le laboratoire Nutrilogix, le laboratoire NRD, pardon, qui est vendu chez Nutrilogix, lui prévoit cette fin de semaine, justement, de créer un nouveau produit qui en contient et qui s'appellera, je cherche le nom, Skin Boost. Donc voilà, vous aurez plus de nouvelles en fin de semaine. Est-ce que, puisqu'on a parlé de ces produits, est-ce que tu peux nous parler des précautions d'utilisation s'il y en a? En général, il n'y a pas de précautions particulières qu'on a dans la littérature scientifique sur les céramides, puisqu'en fait, les céramides, c'est des phospholipides et les phospholipides sont synthétisés par l'organisme en quantité, en très grande quantité. Il faut juste imaginer la quantité qu'on a dans les membranes, qu'on a Mhm. dans la peau, quand on dit les membranes, c'est pas uniquement les membranes cellulaires, c'est aussi les membranes des mitochondries, les membranes des noyaux, c'est-à-dire même à l'intérieur de la cellule. Donc, il y a une très, très, très grande quantité de céramide qui est synthétisée par l'organisme. Et donc, il n'y a pas de précaution particulière, si ce n'est à, bien sûr, respecter les dosages qui sont Mhm. prescrits ou conseillés par le professionnel de la santé. Et dans ce sens-là, enfin, entre parenthèses, les essais cliniques qui existent et qui sont faits sur les phytocéramides recommandent 350 mg par jour pour avoir des effets intéressants sur des quelques semaines, disons à peu près en général 8 semaines jusqu'à 20 semaines. C'est ce qu'on voit dans les essais cliniques, qu'on va mettre d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Euh, donc ça donne des effets intéressants. Donc pour l'instant, il n'y a pas de précaution. Les effets secondaires, il n'y en a pas du tout. Enfin, ça peut avoir aussi peut-être certains problèmes. Il peut y avoir des problèmes d'intolérance, Mhm. ou pour des personnes, surtout les phytocéramides qui proviennent de blé. Donc, il peut y avoir des problèmes d'intolérance.
Mais sinon, il faut juste faire en sorte que le produit ou la matière première utilisée pour le produit ne soit pas OGM, qu'elle soit Mhm. non OGM. Ça, c'est aussi enfin, une bonne précaution à prendre, surtout quand il s'agit de blé. Donc, dans ce sens, je pense que le produit qui sera sorti par NRD est certifié non OGM. Oui, tout à fait, hein. Je pense que de toute façon, ça fait partie de la politique de la maison, enfin du laboratoire NRD en tout cas, de ne pas mettre d'OGM et d'autres choses qui sont assez importantes aussi pour nous. Est-ce que, enfin voilà, pour répondre aux quelques questions qui nous ont été posées, je les reprends comme ça en vrac un peu. À part le blé et le soja, où trouve-t-on les céramides? Je pense que tu y avais répondu, pardon. Dans les graines en général, Mhm. les phytocéramides dans les graines en général, mais aussi dans les aliments d'origine animale, ben, on retrouve aussi hein, les céramides, mais les, disons, la biodisponibilité et la biofonctionnalité, enfin, ou la meilleure biodisponibilité, meilleure biofonctionnalité se retrouvent dans les phytocéramides du blé qu'on retrouve, qui sont exactement identiques et qui sont résistantes euh, enfin, au niveau du tube digestif. Donc, ça s'absorbe très bien, ça se préserve très bien et ça arrive au niveau des cellules. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les résultats des essais cliniques Mhm. dans ce sens-là. Alors, Yasmine qui nous demande les céramides plutôt en préventif ou en curatif? Là, les phytocéramides ou les études, les essais Oui, cliniques sur les phytocéramides sont en curatif. Euh, d'accord. c'est en curatif. Je parle par rapport aux applications sur la peau. Mhm. Donc ça, c'est en curatif. Bien sûr, en préventif, c'est encore mieux. Mais en curatif, ça donne des résultats très intéressants et on va vous mettre les études d'ailleurs. D'accord. Mais justement, une petite précision. Si on a décidé il y a quelques mois maintenant de faire une chaîne ou une page, en tout cas nutrition et sciences, c'était bien pour se baser sur des études. Et je le reprécise, pour ceux qui ne l'auraient pas compris ou qui en douteraient, tout ce que tu dis est basé sur des études systématiquement. Donc, ce n'est pas juste j'imagine que ça fonctionne comme ça, donc je vous le dis. C'est pas une délivrance telle quelle, c'est vraiment une délivrance qui est recherchée. D'ailleurs, je le précise quand même, pour chaque vidéo qu'on vous fait comme ça pendant une demi-heure, je peux vous assurer qu'il y a quand même pas mal de boulot qui est fait beaucoup moins par mois que par Amine. Donc voilà, déjà, enfin, j'en profite pour te dire merci pour ça, pour tout le boulot que tu fais pour ça. Encore une question, Céline qui nous demande, à partir de quel âge peut-on considérer qu'il n'y a plus rien à faire? Alors je suppose que c'est pour les rides ou pour la peau. Ah, ça, c'est un choix personnel. On peut décider à 15 ans qu'il n'y a plus rien à faire et on peut décider à 135 ans qu'on a encore des choses à faire. Tout dépend maintenant, c'est un choix à faire. Après, bien entendu, euh, la peau là je parle de la peau, je pense que aussi la question concerne la peau. Donc la peau de quelqu'un, et encore une fois, ça tout dépend du mode de vie, du style de vie, de la génétique, du métabolisme, de plein de choses. Mais au sens général, bien sûr, euh, une peau se régénère mieux quand on est jeune, se régénère moins quand on est vieux, et c'est normal. C'est la vie, c'est le principe de la physiologie. Ça naît, ça progresse, ça devient adulte et ensuite ça décline. Mhm. C'est tout à fait normal. Et donc, toutes ces solutions qu'on a, y compris bien sûr enfin, la nutrition, le style de vie, etc., ben, c'est justement pour améliorer ce qu'il y a à améliorer. Après, il y a aussi un vieillissement qui est programmé physiologiquement et qui selon moi, n'est pas une mauvaise chose. Mhm.
ça fait partie des principes de la physiologie et de la vie. Oui, c'est ce qu'on se dit, surtout quand on commence à attraper des rides, pour pouvoir se rassurer comme on peut. Ouais, des rivières de sagesse, on appelle ça. Euh, Est-ce que j'ai une autre question? Quel dosage pour la régénération des membranes et quel dosage pour la peau également? Alors, pour qu'on soit bien clair, ce que j'avais présenté dans cette vidéo et les essais cliniques dont je parlais, ça concerne la peau. Mhm. Donc, ça, quand je dis ça concerne la peau, c'est quoi? La peau, c'est un organe, c'est des cellules. Donc, normalement, ce qui est fait dans ces essais cliniques et les résultats qu'on a peuvent aussi très bien s'appliquer aux autres tissus. Mais on n'a pas d'essais cliniques sur d'autres choses. C'est-à-dire, ben, là, par exemple, les maladies neurodégénératives, où on a des études par-ci, par-là, des études expérimentales, mais ce n'est pas des essais cliniques. Donc, pour le dosage qu'on a et qu'on connaît et qui est vérifié chez l'humain, Mhm. c'est 350 mg. Donc, de dosage 350 mg. Je répète, sur une période de 8 semaines jusqu'à 20 semaines, ça donne d'excellents résultats. Ça, c'est ce qu'on a dans les essais cliniques. Après, pour des dosages précis par rapport à régénération des membranes, régénération des cellules, régénération de la myéline, etc., ça, je ne saurais pas vous dire. Mais j'estime que c'est un dosage qui devrait être autour des 300 mg selon les études qu'on a Mhm. qui sont faites sur la peau. Eh bien voilà, merci. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je jette un œil sur mon deuxième écran. Ça m'a l'air... Oui, oui. Mais voilà, c'est ici que se terminera cette explication. Merci beaucoup, Amine. Alors la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de la quercétine. Euh, donc voilà, d'ici là. Je cherche mes mots, hein, oui. D'ici là, ben, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui vous entourent. Amine, salut, à la prochaine. Merci, très belle soirée, à la prochaine. Salut.